Les phénomènes thermiques. Voici les différentes grandeurs qui sont étudiées dans les échanges thermiques dans le chapitre sur la chaleur. Le cœur de notre chapitre concerne le lien qu'il y a entre la température et la chaleur. Quand l'énergie thermique d'un corps change, quand on y apporte de la chaleur ou qu'il cède de la chaleur, la température change. La relation entre la température et l'énergie thermique est donnée par la formule qui est sur votre écran. Quand on apporte de l'énergie ou quand on retire de l'énergie, la variation de l'énergie thermique, delta Q, est égale à la masse fois chaleur massique fois la variation de température du corps qu'on étudie. La chaleur massique, représentée par la lettre C, représente la chaleur qu'il faut fournir à un corps dont la masse est de 1 kg et pour une variation de température de 1 Kelvin. Cette chaleur massique dépend des différents types de matériaux et vous trouverez les chaleurs massiques pour les différents matériaux dans vos formulaires ou sur Internet. Il arrive aussi qu'on utilise des calorimètres lors des échanges thermiques. Un calorimètre, c'est un dispositif, c'est une sorte de thermos qui permet d'avoir un système presque isolé de son environnement et donc d'avoir des mesures plus précises sur les échanges de chaleur. Mais le calorimètre lui-même peut absorber ou céder de l'énergie thermique, peut changer de température et il y a une relation entre les changements de température d'un calorimètre lui-même et l'énergie thermique reçue ou fournie. Et cette énergie est égale à la capacité thermique fois les variations de température. La capacité thermique est déterminée pour chaque calorimètre et en général, il vous est fourni si vous en avez besoin. L'autre phénomène important à étudier, ce sont les dilatations thermiques, les variations de dimension d'un corps en fonction de sa température. Et on peut s'intéresser aux variations de volume, de dilatation volumique, de combien le volume d'un corps varie si on fait changer sa température. Et la relation est donnée par le modèle suivant. La variation de volume, delta V, est égale à coefficient de dilatation volumique, gamma, multiplié par le volume initial de l'objet, multiplié par les variations de température. La lettre gamma qui représente le coefficient de dilatation volumique représente les variations de volume d'un corps dont les dimensions initiales sont de 1 mètre cube et dont la température varie de 1 degré. Vous trouverez ce coefficient qui est différent selon les différents types de matériaux dans vos formulaires ou sur Internet. On peut aussi ne s'intéresser que des variations de la longueur d'un corps. Par exemple, pour un poutre métallique, on peut ne pas s'intéresser aux variations de son volume, mais juste aux variations de sa longueur. À ce moment-là, on utilisera une relation qui est assez proche de ce qu'on a vu. Les variations de longueur est égale au coefficient de dilatation linéique, représenté par la lettre alpha, multiplié par la longueur initiale, multiplié par les variations de température. Le changement d'état. Le changement d'état, c'est le phénomène de passage d'un corps de l'état liquide à l'état solide, de l'état solide à l'état liquide, de l'état liquide à l'état gazeux, etc. etc. Un corps qui est à sa température de fusion ou à sa température d'ébullition a besoin encore d'un peu d'énergie pour changer d'état. Quand vous avez de la glace à 0 degré, à l'état solide, pour que ça devienne de l'eau à 0 degré à l'état liquide, sans changer de température, il faut fournir une certaine quantité d'énergie. On peut calculer cette quantité d'énergie nécessaire juste au changement d'état en multipliant la masse de l'objet par la chaleur latente, soit de fusion, soit de vaporisation. Et cette chaleur latente de fusion et de vaporisation sont données pour chaque type de corps, chaque type de matériau, par vos formulaires ou sur Internet. La notion de puissance est aussi une notion importante lors des échanges thermiques. La puissance représente l'énergie qui est fournie par une source d'énergie en secondes, par seconde.
Donc la puissance lui-même peut être calculée en divisant la quantité d'énergie mise en jeu par unité de temps. Attention, il ne faut pas confondre l'énergie consommée, la puissance fournie réellement par une source, et la puissance utile, qui est la puissance qui est reçue effectivement par le corps qui doit le recevoir. On peut aussi calculer la puissance utile simplement en multipliant la puissance consommée, la puissance totale qui est fournie par un corps, par le rendement de notre système. La puissance est la seule grandeur ici qui est reliée à la notion de la durée. Si vous devez calculer la durée d'un échange thermique, vous devez passer par la notion de puissance, et la durée peut se calculer en divisant l'énergie mise en jeu par la puissance. Pour terminer, tous ces échanges de chaleur sont évidemment soumis aux principes généraux de la physique, notamment les principes de la thermodynamique, dont le premier principe qui dit que les échanges dans un système isolé, il peut y avoir des échanges de chaleur entre différents corps, mais l'énergie totale du système ne varie pas. C'est le principe de conservation d'énergie. Il y a un deuxième principe dont les conséquences pour nous sont le fait que les transfert de chaleur se fait toujours de l'objet dont la température est plus élevée vers l'objet dont la température est le moins élevée. Un peu plus de détails sur la notion de la température. La température est reliée, on a vu, avec la notion de chaleur, mais aussi a comme conséquence la dilatation thermique. La température, l'unité mesure, on mesure la température en échelle Kelvin. Pour passer des degrés centigrades en unité Kelvin, il faut ajouter 273 au degré centigrade. Et il est absolument impératif d'utiliser l'unité Kelvin, notamment pour l'utilisation de la loi des gaz parfaits. Quand vous devez calculer une différence de température, cela n'est pas tellement important, car les grandeurs des unités la grandeur des unités est la même en Kelvin qu'en centigrade. Mais quand vous devez utiliser la température en tant que telle, comme dans la loi des gaz parfaits, vous devez absolument utiliser l'échelle Kelvin. Maintenant, là, on avait vu qu'il y a une relation directe de proportionnalité entre les variations de température et les variations de volume. De là, on peut extraire, la même chose d'ailleurs pour les variations de longueur, de là on peut extraire la différence de température en divisant les variations de volume par le coefficient de dilatation volumique et le volume initial. De même, on peut utiliser la relation entre la dilatation linéique et la température pour extraire la différence de température. Attention, hein, ces relations vous donnent la variation de température, pas la température en tant que telle. On a vu aussi que la température, les variations de température étaient proportionnelles aux chaleurs fournies ou reçues par un corps, les variations d'énergie thermique, ce qui nous permet aussi d'extraire la variation de température si on connaît la chaleur fournie ou reçue, si on connaît la masse et la chaleur massique d'un corps. De même, on peut utiliser les relations pour une calorimètre pour savoir la différence de température, la variation de température d'un calorimètre en fonction de la chaleur reçue ou donnée et de la capacité thermique. Pour finir, ne confondez pas, soyez vraiment attentifs à ça, la température et la chaleur, bien qu'ils soient intimement reliés, ne représentent pas la même notion. La température, c'est un reflet de l'énergie thermique, de l'énergie cinétique moyenne des atomes. Hein? Ça nous indique de quelle manière les atomes en moyenne sont en train de s'agiter dans un corps. Alors que la chaleur, c'est les variations de l'énergie thermique. Hein? L'unité, c'est vraiment des joules, ça représente une énergie. Et ils sont évidemment reliés ensemble, mais ne représentent pas la même notion. Bon, on vient de voir la notion de température. Regardons un peu plus en détail la notion de chaleur. Là, on retrouve ce qu'on avait vu tout à l'heure. La chaleur et la température sont reliées ensemble. La chaleur
est une forme d'énergie. Donc l'unité de mesure en système international est le joule. Et il y a d'autres unités qui sont utilisées, le calorie, qu'on n'utilise évidemment pas en physique directement, il faut savoir passer des calories au joule. Un calorie, c'est 4,186 joules. On utilise les calories notamment en termes d'alimentation. Quand vous regardez sur un paquet de chips, vous avez l'énergie contenue dans votre paquet de chips qui est donnée en général en calories. L'autre unité de mesure pour la chaleur et l'énergie, c'est le kilowattheure. 1 kilowattheure représente 3,6 fois 10 puissance 6 joules. C'est l'énergie au fait qui est fournie par une source dont la puissance est de 1 kilowatt pendant une heure. Un petit rappel, on vient de le voir, la variation d'énergie thermique, la chaleur peut être proportionnelle à la masse, à la chaleur massique et à la variation de température. Cette relation peut être utilisée uniquement s'il n'y a pas de changement d'état. Vous voyez, sur ce graphe où on voit les variations de température en fonction de temps, on peut calculer les variations, enfin la chaleur mise en jeu pour les changements de température, les deux barres rouges, par cette relation. Les barres qui sont en noir, on va le voir tout à l'heure, sont des changements d'état et on ne peut pas utiliser la relation qu'on a ici pour le calcul de l'énergie mise en jeu dans ces deux étapes, dans ces deux plateaux. On a vu aussi qu'on peut on doit tenir compte si on a un calorimètre de l'énergie absorbée ou cédée par le calorimètre lui-même, et cette énergie est proportionnelle à la capacité thermique du calorimètre et de la différence de température. L'énergie est nécessaire aussi, l'apport d'énergie pour un changement d'état. Là aussi, on a vu que cette énergie est proportionnelle à la masse et à la chaleur latente, soit de fusion, soit de vaporisation du corps qui est considéré. Et là aussi, vous voyez, donc ces changements d'état sont représentés par les deux plateaux sur notre diagramme de la température en fonction du temps. Lors des changements d'état, la température ne varie pas, c'est pour ça que c'est des plateaux, et toute l'énergie qui est amenée va servir au changement d'état. Et pour la fusion, on utilisera la chaleur latente de fusion, et pour la vaporisation, la chaleur latente de vaporisation. Encore un petit mot, ce diagramme, évidemment, peut être inversé. Si on extrait de l'énergie d'un corps, on va passer de la vaporisation, la diminution de température, la fusion qui sera inversée. Donc la vaporisation sera une condensation et la fusion, ce sera une solidification. Mais les quantités d'énergie mises en jeu sont les mêmes et ça se calcule de la même manière. Pour finir avec la notion de chaleur, on avait vu que la puissance, c'est la chaleur mise en jeu divisée par le temps, la durée. Et donc de là, on peut extraire l'énergie mise en jeu en multipliant la puissance utile qui est fournie au corps, par la durée. La puissance étant la quantité d'énergie fournie par seconde. Si on le multiplie par le nombre de secondes, on aura l'énergie qui est fournie. N'oubliez pas que si votre source de puissance, c'est une source électrique, une résistance, on peut calculer la puissance consommée en multipliant la tension par l'intensité du courant. Le principe de thermodynamique, qui est un principe de base de physique, et notamment le premier principe qui est le principe de la conservation d'énergie, peut être appliqué ici. On peut dire que quand vous avez un échange de chaleur, l'énergie qui est fournie au corps est égale à l'énergie qui est reçue, plus éventuellement de l'énergie qui est dissipée. Donc là, ça nous relie à la notion de puissance et puissance utile. On en parlera, on dira deux mots tout à l'heure. Voilà, pour très résumer la notion de la chaleur, la variation d'énergie thermique. Jetons un coup d'œil maintenant sur la puissance. La puissance, c'est une notion qui relie les échanges d'énergie avec le temps, avec la durée. Ça, c'est son importance dans les échanges de chaleur, notamment pour le calcul de la durée.
La puissance, c'est l'énergie mise en jeu par unité de temps. Son unité, c'est le watt. Un watt, c'est une puissance de 1 joule par seconde. Il y a des unités plus anciennes, le cheval vapeur, qui est représenté par le signe CH ou CV. Un cheval vapeur, c'est à peu près 736 watts. Par définition, la puissance, c'est l'énergie mise en jeu par unité de temps. Dans le cadre des échanges de chaleur, l'énergie mise en jeu, c'est l'énergie thermique, c'est la chaleur. La chaleur lui-même, rappelez-vous, peut être calculée s'il y a un changement de température en multipliant la masse fois la chaleur massique fois la température, ou s'il y a un changement d'état, la masse par la chaleur latente de fusion, et parfois il y a plusieurs étapes, donc on additionne toutes les étapes pour savoir quelle est l'énergie mise en jeu. Le principe de thermodynamique s'applique aussi ici. On peut dire que la puissance qui est fournie, consommée, est égale à la puissance qui est reçue par le corps, plus la puissance qui serait dissipée dans l'environnement. Juste pour éclairer cette notion, imaginez que vous posez une casserole remplie d'eau sur une cuisinière à gaz. Dans ce cas-là, alors la cuisinière fournit un certain nombre de joules, il fournit de l'énergie thermique directement à l'eau qui est dans le casserole, et puis il y a une partie de l'énergie qui est perdue dans l'environnement. Le total de cette énergie, c'est l'énergie qui est fournie, et ce qui est en rouge, c'est l'énergie qui est reçue. Ce qui est en jaune, c'est l'énergie qui est dissipée. Donc pour la puissance, on utilisera les mêmes relations que pour l'énergie. On peut aussi calculer la puissance utile en multipliant la puissance par le rendement si on le connaît. Alors il ne faut pas confondre le watt qui est une unité de puissance, qui représente 1 joule par seconde, avec le kilowattheure. Le kilowattheure, c'est une unité d'énergie, c'est l'énergie qui est produite, qui est fournie par une source de 1 kW pendant 1 heure. On a vu la notion de puissance, on va jeter un coup d'œil sur la durée, le temps. On a vu que la seule grandeur dans laquelle apparaît la durée, c'est la notion de puissance, qui représente la quantité d'énergie mise en jeu par seconde. Et donc on peut calculer la durée d'un échange thermique si on connaît l'énergie mise en jeu et si on connaît la puissance de notre source d'énergie. La durée peut être représentée par le symbole T ou delta T pour dire la variation dans le temps. L'unité standard sont les secondes, et on peut évidemment passer des minutes ou des heures en secondes en faisant des multiplications simples. 1 minute c'est 60 secondes et 1 heure c'est 3600 secondes. Quand vous calculez la durée d'un échange thermique, faites attention aux grandeurs que vous avez. Si l'énergie mise en jeu, c'est l'énergie utile reçue par le corps, alors il faut utiliser la puissance utile. Et la durée se calculerait à ce moment-là en divisant l'énergie utile, l'énergie dont vous avez besoin, l'énergie mise en jeu, par la puissance utile. N'oubliez pas aussi que la puissance utile peut se calculer en multipliant la puissance consommée par le rendement, pour peu que vous ayez le rendement de votre système. En ce qui concerne l'énergie utile, l'énergie nécessaire, ce sont les relations qu'on a vues tout à l'heure qui vous serviront de base.